Qui est le plus radin avec son frère? Bah, faut savoir que pendant 1 an, il a pris tous mes prize money parce que j'avais pas de compte. Donc, C'est vrai. donc, C'est vrai? Il me disait, ouais, je te paye un resto, je te paye un truc, mais ça a jamais. C'est quoi cette séance de sport? Je comprends pas. Je suis en pleine séance biceps, là, ça se voit pas? Et c'est qui ce mec qu'on connaît pas dans le studio là? Bah ça, c'est Morgan. Je l'ai recruté pour faire ma séance de sport à ma place. Comme ça, je me libère du temps et en même temps, je me muscle. Mais tu vois bien que c'est pas toi qui fais du sport, t'auras pas de muscle en plus, Louis. Hop, hop, jumping jack, s'il te plaît. 2 x 50. J'ai un date ce soir, faut que je sois en forme. Mais attends, mais c'est qui écrit les émissions? Ça t'écrit pas? Bah ça, j'y ai pensé aussi, t'inquiète. C'est Théo. Là, j'ai pensé à tout. Waouh. J'ai recruté des gens, j'ai du temps libre. Là, justement, je suis en train de parler sur Winamax. Ligue 1. Mais tu t'y connais en foot? Et bien sûr que je m'y connais en foot. Tu peux te mettre au squat, s'il te plaît? Je suis un peu fragile sur les cuisses en ce moment. Plus bas, les squats. Mais sur Winamax, il n'y a pas que du foot. Il y a du basket, il y a du tennis, il y a même des sports genre biathlon, voile. Il y a tout, quoi. Je te laisse. Je mets sur les paris. Bon, ok. Bah, en tout cas, si vous voulez faire comme Louis, ça sert à rien d'embaucher des gens pour vous dégager du temps. Vous pouvez aller juste sur winamax.fr, mettre un premier dépôt entre 15 et 100 € et avoir l'équivalent en pari gratuit. Avec le code Légende10 qui s'affiche, vous aurez 10 € supplémentaires. Je rappelle que jouer n'est pas une alternative au travail, ne permet pas de s'enrichir et jouer est strictement interdit aux mineurs. C'est parti maintenant avec les frères Lebrun. Et d'ailleurs, on a reçu Alexis Lebrun et son frère Félix qui fêtent aujourd'hui, au jour du tournage, ses 18 ans. C'est parti, on y va sur les gens. Salut, c'est les frères Lebrun et on va parler ping-pong et un peu des JO. Eh ben voilà, bienvenue. Merci. Alors, Félix et Alexis, déjà, bon anniversaire. Merci. C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui, 18 ans. Putain, c'est incroyable. C'est la vraie journée, le jour du tournage. On tourne aujourd'hui, tu viens d'avoir 18 ans. Ça va changer beaucoup de choses pour ta maman, elle m'a dit, avant. Ouais, c'est ça. Un peu plus de facilité pour voyager. Parce qu'il faut qu'elle signe toutes les autorisations pour les émissions, pour les vols, pour prendre les billets. C'est ça. C'est compliqué. C'est du boulot pour elle. Comment vous faites d'ailleurs quand vous êtes à l'étranger? Là, vous voyagez beaucoup. Je crois qu'elle disait vous êtes quasiment 250 jours par an en match à droite, à gauche et tout. Comment vous faisiez pour acheter les billets pour toi qui étais mineur à l'extérieur? C'est notre coach qui gérait tout ça. Ça lui demandait beaucoup de boulot aussi. En fait, il y avait plein de fois aussi où c'était un peu compliqué parce que de temps en temps, on partait pas exactement au même moment. En fait, il fallait toujours se coordonner pour pouvoir prendre le voyage ensemble parce que sinon, je pouvais pas voyager, quoi. Bon. On va parler de voyage, on va parler un peu de ce qui vous est arrivé. On a eu, il y a quelques jours, Florent Manodou, qui est venu dans l'émission aussi, qui nous disait, tu sais, un peu comme après un accouchement, limite, tu sais, qu'il a fait une petite dépression, qu'il était un peu triste, que ça soit fini les JO, tellement que c'était assez incroyable. Vous l'avez vécu comment, vous, l'après? Je pense qu'on a bien kiffé déjà, que ça soit pendant, et même après, on a pu prendre des vacances un peu plus longues que d'habitude. On a pu partir un petit peu en voyage, profiter, donc c'est vrai que ça a aidé un petit peu à redescendre, et c'est sûr qu'il y a un peu de nostalgie, mais bon, je trouve que la chance qu'on a, c'est qu'on a vite d'autres compétitions, donc on se reprojette vite sur l'entraînement, et finalement, c'est assez bien passé, quoi. Oui, ça va continuer en vrai. Mais c'est vrai que c'était fou de le vivre à Paris, dans notre pays et tout, c'était incroyable. Vous avez ramené, pour expliquer, si vous nous écoutez en podcast audio, vous avez ramené les médailles, donc les 3 médailles de bronze que vous avez eues à 2. Et la raquette de ping-pong aussi, on va en parler après. Ils ont une particularité, votre raquette? Enfin, vos raquettes? Déjà, entre nos deux bois, on le voit, c'est un peu différent. Mon bois est plus court parce que moi, je joue en prise porte-plume. Donc, c'est une en prise porte-plume, c'est comme les Asiatiques quand on voit dans... les Asiatiques jouent de moins en moins avec cette prise quand même, mais c'est vrai que ça vient beaucoup des Asiatiques. Moi, c'était un Chinois qui jouait comme ça, qui m'a donné envie. Et ça aide un peu. Enfin, moi, pour mon style de jeu, je trouve que ça m'aide aujourd'hui, mais bon, quand je l'ai choisi à 3 ans, j'y pensais pas comme ça. C'est marrant, je vous entendais parler de ça en interview. Moi, j'adore jouer au ping-pong avec des copains. J'ai une table à la maison, c'est vraiment ma passion pour le coup. Mais rien à voir avec... tu vois, je savais pas qu'il y avait différents types de bois. À parler des entraînements après aussi, comment s'entraîner, comment devenir fort. Est-ce qu'on peut vraiment devenir fort avec une table chez soi sans aller en club? Tu vois, il y a plein de questions. J'ai regardé un peu les questions que les gens se posent sur le ping-pong depuis que vous êtes passé au JO. Ça change quoi en vrai le bois? C'est le même bois, c'est juste plus long, plus court? En fait, déjà, il y a plein de choses différentes. Déjà, la raquette, elle est faite avec le bois forcément, mais aussi les plaques, ce qui est rouge et noir qu'on vient coller au-dessus et qu'on change quasiment tous les jours. Donc c'est un peu de boulot. Vous changez tous les jours? Ouais. Et non? Ça prend un peu de temps. En compétition, ouais, tous les jours. Donc, 1 heure c'est vous par qui soir, collez? quoi. Ouais. Ah ouais? Vous découpez la matière? C'est ça, en fait, c'est des gros carrés de plaques et qu'on découpe pour que ça colle dessus, quoi. Après, on met la colle, on prépare tout ça. Il y a une différence entre le rouge et le noir, est-ce que c'est la même chose?
En fait, non, il n'y a pas vraiment de différence. Après, on peut choisir des plaques différentes. Il y a, je sais pas combien, je pense, 1000, je sais pas, de plaques différentes. En fait, ça peut vraiment varier de chaque marque et chaque marque a plusieurs types de plaques. Mais nous, on joue avec les mêmes plaques, que ce soit le rouge et la noire. Et la grosse différence avec les raquettes que tu peux avoir l'habitude de jouer ou que les gens ont l'habitude d'avoir, c'est vraiment que ça accroche très fort. Donc, en termes de prise d'effet et de vitesse, en fait, ça renvoie beaucoup de vitesse et beaucoup d'effets. Donc, c'est ça la plus grande différence. Par exemple, vous êtes 5e et 18e, c'est ça, joueur aujourd'hui dans le classement mondial. 5e joueur mondial pour toi. Est-ce que quand tu joues face à un Florent Manodou, quand vous avez joué, je crois, face à lui, est-ce que c'est absolument injouable ou est-ce qu'on a une chance quand même de remettre un service? De remettre En un vrai. service, si on lui donne ces raquettes-là, c'est quasiment impossible. S'il n'a pas déjà joué, etc. Si on lui donne une raquette d'amateur, c'est plus possible, mais je pense pas qu'il va y arriver quand même. C'est vrai. Ouais, c'est que c'est très compliqué. La chance qu'il a pour mettre un point, c'est s'il sert direct sur le bord de table ou un petit coup de chance, mais normalement, non, il y a peu de chance quand même. Tu peux lui mettre 21-0? Je peux lui mettre 21-0. Après, aujourd'hui, maintenant, les matchs en 11 points, les 7. Oui, non, bien sûr, mais quand on joue à la maison, ouais. Mais oui, je pense que c'est possible. Après, il peut mettre un point aussi. Oui, avec un coup de bol, ou si tu te fais une cheville à ce moment-là, par exemple, tu peux mettre un petit point. Mais c'est vraiment, il y a une vraie différence, par exemple, comme au tennis, où tu peux plus jouer avec tes potes. Finalement, vous pouvez plus jouer avec vos amis. Ceux qui font pas de ping, oui. Surtout, en fait, le vrai problème, c'est les effets, quoi. Donc, dès le service et la remise, en fait, si on n'est pas joueur de ping, on peut pas comprendre les effets. Et en plus, à notre niveau, avec tout ce qui est comment on va camoufler, comment on va feinter, en fait, c'est beaucoup trop compliqué, rien que pour remettre le service, quoi. Putain, on va reparler de votre parcours pour comprendre un peu, mais justement, comment on apprend à faire les effets, on va parler de votre coach, du confinement, quand vous avez pris la table, des trucs un peu classiques, un peu perso aussi, pour comprendre, tu vois, ce que ça fait d'arriver tous les deux, ça doit être chouette, de vous retrouver là après autant d'années d'entraînement. Juste toi, Alexis, t'es l'aîné. Si vous nous écoutez aussi en podcast audio, on est dispo sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Et merci de faire de Légende le premier podcast de France au jour du tournage encore. Donc merci beaucoup à vous tous. C'est pour ça que parfois je vais décrire des choses quand vous les montrez pour qu'on puisse imaginer. T'es né le 27 août 2003. Félix, toi, 12 septembre 2006, vous êtes né à Montpellier. Ça ressemblait à quoi votre enfance? C'était beaucoup de sport direct. Vous avez grandi dans le ping-pong? Ouais, on a grandi dans le sport, dans le ping-pong, notamment à cause de ma famille qui joue au ping. Mon père était entraîneur, mon oncle était joueur de haut niveau. Donc forcément, on a grandi avec ça. Nous, quand on était tout petit, on avait une petite table. Moi, j'ai joué assis sur la table avec mon père, donc c'est sûr que ça aide dès le départ. On a la vidéo, je vous la mets en même temps pendant qu'on parle. Et ton père, il t'assoit vraiment sur la table. Je vais le faire avec mon fils, je pense. Je vais essayer ce week-end, 0 van. Je vais vraiment l'essayer. Et t'arrivais à renvoyer les balles facilement? Sur la vidéo, oui. Après, est-ce qu'en vrai, ou c'était sur la vidéo parce que maman était contente que je renvoie quelques balles, je sais pas. Il voulait faire de vous des pros déjà au départ, tu vois, un peu comme, j'en sais rien, Serena Williams. Est-ce que les parents avaient envie ou c'était plus en mode délire à la maison parce qu'on adore le ping-pong? Non, ouais, je pense que c'était plus un truc juste de kiff, en fait, parce que juste nous, à la place d'avoir des petites voitures ou des jeux comme ça un peu plus classiques, on avait des raquettes, donc forcément, en étant petit, on a commencé à les prendre et à vouloir jouer, et en voyant notre oncle jouer, notre père jouer, on était demandeurs aussi de jouer, donc vraiment, je pense que le but, c'était juste de se faire plaisir, et ça a été le cas pendant longtemps. En fait, ils nous ont jamais mis vraiment de pression sur devenir fort, être professionnel, c'était vraiment... Si on se fait plaisir, on continue. Si à un moment donné, on n'a plus envie, on arrête. Et il n'y avait pas de pression particulière par rapport à ça, quoi. Vous avez essayé d'autres sports? Est-ce que vous êtes bon dans tous les sports? Sport de raquette, on se débrouille. Tennis, paddle? Tennis, paddle, on n'est pas bon, hein, mais on se débrouille. Je sais pas, au tennis, un petit niveau 15-3, 15-2. Oui, donc vous jouez quand même fort. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Et au paddle, je connais pas assez les classements, mais on se débrouille. Après, on n'est pas bon. Et puis dans les autres sports, on est à peu près bon physiquement, donc on se débrouille, mais on peut pas dire qu'on est bon. On a reçu des photos. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que cette photo? C'est Alexis, là, sur la photo. Ouais, du coup, c'était moi. Je pense que c'était un de mes premiers tournois, il me semble. La coupe me dit quelque chose. Je crois que c'est la première coupe que j'ai gagnée, ou une des premières, en tout cas. Et quand j'étais petit, les tournois se faisaient souvent à Metz. C'était un petit peu là où il y avait la grande salle pour faire les gros tournois. Et on peut voir que j'étais déjà fan de l'OM avec mon maillot. Et ouais, c'est vrai que c'est des bons souvenirs. Je me rappelle pas de tout exactement, mais je sais que c'était une de mes premières coupes.
Et on peut voir que tu sais comme tous les enfants, c'est que tu freinais avec tes chaussures quand tu faisais du vélo. Il n'y avait plus de devant. C'est marrant, ça c'est les coupes, c'est les premières coupes à l'époque. On vous voit avec les... Ça c'est tous les deux. Alors ça c'est avec votre oncle. Ouais, Ça, c'est Félix. ça c'est moi avec mon oncle à Metz aussi, c'était au même endroit. Qui joue aussi, hein. Qui joue très bien, qui jouait très bien. Qui était champion de France, non? Il a été 3 fois champion de France, plusieurs fois en double, je crois, plus de 10 fois. Plus de 10 fois, c'est lui qui a le record, je crois. En Donc, ouais, c'était un joueur de très haut niveau et c'est sûr qu'il nous a apporté un peu de son expérience. Ouais, donc c'est quand même grosse famille de pongistes. Et là, alors là, là c'est qui? C'est toi? C'est moi. Ça, c'est Félix. T'avais quel âge là? 4 ans 5 non, plus. Non, Hein Ah, pas beaucoup 3-4. plus là. Hein. Ouais. 3-4. Et tu renvoies, t'en mets pas une à côté quoi. Tu renvoies déjà tu joues sur une armoire. Ouais, je jouais beaucoup à la maison, ça saoulait bien toute ma famille, mais moi je m'amusais, donc je m'en fichais un peu. Toute la journée tu jouais? Ouais, dès que j'avais du temps, je jouais énormément, ouais. Ça, c'était ça sur la table, t'en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il te mettait carrément, il t'asseyait, quoi, en famille, et ça renvoyait pareil très rapidement. Tu jouais toute la journée. Ouais, bah là c'est une vidéo où j'ai réussi à faire sans jongle. C'est vrai que je sais pas trop pourquoi, parce que si, c'est ma passion, mais je jouais énormément et dès que j'avais du temps, j'aimais me régaler à prendre la raquette. Et alors ça, c'est quoi ça? Félix et son papa jouaient en 2011, 4 ans et 9 mois. J'avais déjà changé de prise. Ah ouais, ça y est, tu tenais ta raquette Ouais. maintenant différemment C'est la déjà. première vidéo qu'on a où il joue pour Prise porte-plume. Putain, Il joue déjà vraiment bien. Attends, à 4 ans et demi, tu renvoies aussi fort déjà? Ouais, c'est pas mal, je pense. Et ça, c'est quoi Top Détection départementale? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? C'est des tournois qu'il y a en général pour les jeunes dans la région. Et on joue les joueurs d'autres clubs, donc pour nous c'était énorme à ce moment-là. Et on peut voir que je me régalais. Donc. Et c'est quoi? C'est comme en foot, par exemple, t'as des moments comme ça où les mecs viennent essayer de voir les nouveaux génies du sport pour les détecter? Non, je pense pas qu'il y ait vraiment ça. Après, il y a tout un système de détection qui est mis en place par la Fédé, mais c'est pas forcément sur ces tournois-là. Mais en fait, c'est plus les responsables de chaque club qui vont discuter pour dire un peu quels jeunes sont potentiellement bons ou autres. Je connais pas exactement, mais ça, je pense que c'était plus des tournois en fait, juste pour se régaler à faire des matchs et ça se fait entre les clubs. C'est comme ça un peu que ça marche dans le ping. En fait, il y a des tournois un peu tous les week-ends. Et du coup, tout le monde peut venir et jouer des matchs, quoi. Et votre père, vous avez réussi à le battre assez jeune, alors qu'il était déjà très fort, c'est ça? Vous arrivez à le battre tous les deux? Ouais. Ouais, maintenant, oui. À quel âge vous avez réussi à le battre? À lui, il dit que je l'ai battu à 10-11 ans. Moi, je crois que c'était un poil plus tard, 11-12, parce que même si j'étais plus fort que lui à 10-11, il me battait encore avec ses quelques un peu vicieux. Il avait des coups un peu... Il me faisait rire, il essayait de truquer un peu le match, quoi. Quand il était mené, il avait un coup de fil à passer. Donc... Ah, c'est vrai? Ça a arrêté le match. Pour pas aller jusqu'au bout du... il vous a jamais entraîné? Alors j'avais noté ça. Il était directeur du club là où vous alliez. Pourquoi il vous a jamais entraîné, vous deux? Est-ce qu'il y a une raison ou... Ouais, en fait, c'était un choix de sa part. Il voulait pas être notre entraîneur référent parce qu'il voulait aussi qu'on se construise avec, qu'on rencontre aussi d'autres personnes et qu'on échange avec d'autres coachs. Parce que forcément, vu qu'on habitait avec lui, on échangeait déjà énormément sur le ping. Donc, il a toujours voulu qu'on ait d'autres entraîneurs référents. Après, il a toujours participé à notre entraînement. Donc, on peut pas dire qu'il nous a jamais entraînés parce qu'il était quand même manager du club. Et donc, tout ce qui touchait à l'entraînement, il était au courant et c'était lui un petit peu qui drivait le tout, mais ça n'a jamais été vraiment notre référent, ça n'a jamais été lui qui nous coach sur toutes les compètes. Donc je pense que ouais, c'était un truc aussi pour garder une relation plus père-fils que entraîneur-entraîné. Ouais, ça parle de boulot à la maison, que ça parle de sport tout le temps. Et qu'on puisse aussi rencontrer d'autres coachs pour aussi pouvoir se développer, quoi. Votre mère a été à fond dans le ping-pong aussi, ou elle était plus mesurée? À fond en tant que supportrice pour son frère et après pour mon père. Donc, je dirais qu'elle a suivi le ping, mais elle a joué un petit peu, mais pas énormément quand même. Comment elle a vécu les JO, votre mère? Bien, je pense. J'espère. Non, je pense que pour elle et pour toute la famille, c'était un moment incroyable. Tout le monde était là. Nous, c'est dingue de pouvoir voir que toute notre famille soit venue nous soutenir et qu'on a réussi à faire des performances comme ça, vivre des émotions tous ensemble. C'est vrai que ça sera inoubliable, c'est sûr. Quand tu arrives sur un plateau télé avant, etc., tu peux avoir un peu le cœur qui s'emballe, un peu de stress quelque part sur un JT comme vous avez fait. Quand vous arrivez juste avant un match des JO,
Est-ce que vous arrivez à être concentré ou vous êtes quand même un peu stressé par le monde et tout en vrai? Moi, pour ma part, en fait, ça a été un peu en 2 étapes. Il y a eu mon premier match où j'étais assez bien, assez détendu sur le tableau du double mixte juste avant. Et en fait, quand je suis rentré et que j'ai vu pour la première fois le public et vraiment l'ambiance, qu'en plus j'étais le premier Français à venir jouer dans la salle avec ma partenaire de double, là, ça m'a fait un choc. Et en fait, j'ai pris vraiment toute la pression, le fait qu'il y ait énormément de monde, beaucoup de bruit, et ça m'a un petit peu mis dans le mal. J'étais très ému avant le match, donc j'ai eu du mal à faire un super match. Et je pense qu'après, ça m'a vraiment servi pour mon tableau de simple, où au fur et à mesure des matchs, en fait, je prenais de plus en plus de plaisir. J'arrivais, j'étais juste content de pouvoir profiter de jouer un match de plus. En fait, c'est ce que je disais souvent en interview. Je disais, je suis content de gagner chaque match parce que ça me permet de venir rejouer dans cette salle et avec le public. Et je pense que sur le simple et le par équipe, c'est un peu ça qui m'a tenu et qui m'a aussi permis de ne pas trop avoir de pression, parce que j'étais juste content de pouvoir faire un match de plus, quoi. Toi, tu as eu des problèmes de croissance. T'es l'aîné. Tu as eu des problèmes de croissance. À un moment donné, ça t'a empêché de t'entraîner pendant des années. Tu as eu envie d'abandonner. T'as continué quand même. C'était comment? Du coup, j'ai eu des problèmes de croissance assez longs et assez importants. 6 ans, c'est ça? Ouais, on va dire entre 10 et 16 ans. 10 et 16 ans, j'ai un peu tout enchaîné. J'ai fait 2 ans le talon, 2 ans le genou et 3 ans le coude. Donc ça s'est bien enchaîné. Et en gros, si on peut résumer ça, je pouvais m'entraîner peut-être 1 heure par jour quand ça allait bien. Et ça allait bien 2-3 mois dans l'année. Donc c'était pas assez, quoi. C'était pas suffisant pour pouvoir progresser. Mais finalement, en fait... je continuais à venir à la salle, à m'entraîner un peu différemment, on va dire. Je regardais les autres jouer, je faisais du service quand j'avais mal aux jambes, je faisais du jeu sans bouger. Et quand j'avais mal au coude, je faisais beaucoup de physique. En fait, j'essayais toujours de faire ce que je pouvais faire, et puis le reste, de le remettre à plus tard. Et ça m'a permis vraiment de rester dans une dynamique un peu d'entraînement, avec aussi Jérémy, mon préparateur physique, qui a été super présent, qui est aussi entraîneur, et qui a été super présent pendant cette période où il m'emmenait... faire du physique un peu en extérieur, se changer les idées. Il jouait avec moi quand je jouais de la mauvaise main pour m'entraîner. Il jouait avec moi. En fait, ça m'a permis vraiment de rester connecté au monde du ping et de continuer à être dans une dynamique d'entraînement. Et à chaque fois que je revenais et que je pouvais me réentraîner 2-3 mois, j'arrivais à avoir un niveau de jeu vraiment bon. Donc en fait, ça me motivait aussi à continuer. Et finalement, je pense que c'est ça aussi qui m'a construit et qui m'a permis aussi d'arriver là où je suis aujourd'hui, parce que c'était quand même un moment pas facile, et je pense que ça a été vraiment bien géré de ma part, et aussi de tous les coachs et tout qui m'ont entouré, parce ils ont réussi à continuer à me donner envie de jouer, donc c'était vraiment important. Ouais. Parce que c'est facile quand on vous voit, de dire ah là là, ça fait rêver, mais en fait il y a du travail de ouf derrière. En vrai, c'est ça qui est assez intéressant, et qu'on essaie de montrer aussi avec Florent Manodou, c'est les heures de travail à nager pour lui, à vous entraîner vous revenez de l'entraînement en plus là. Ouais, c'est ça, on s'entraînait ce matin. Vous entraînez tous les jours? Tous les jours, il n'y a pas de week-end, pas de jour férié. Le week-end aussi? Ouais, le week-end aussi. C'est vrai? Ouais, nos jours de récup, c'est les jours de voyage, quoi. Putain. Et quand vous entraînez, c'est combien d'heures? C'est 2 fois quand on a beaucoup de compétitions, donc quand il y a des compétitions, c'est un peu différent. Mais quand on est en période d'entraînement, c'est 2 fois la journée. 6 heures de ping, plus la préparation physique, plus la récup. 6 heures de ping-pong par jour? Ouais, ça prend 8 à 9 heures dans la journée. Waouh, ok. Et vous jouez l'un contre l'autre parfois, pour avoir quelqu'un que vous connaissez? Ça nous arrive très régulièrement de jouer l'un contre l'autre. Après, il y a plein d'autres joueurs en France avec qui on peut s'entraîner, à Montpellier ou là à l'INSEP, et puis partout dans le monde. Ouais, quand vous montez, vous êtes de Montpellier, quand vous êtes à Paris, là, vous jouez à l'INSEP, 6 heures par jour. On va reparler après du rythme et tout ça. Juste, le chirurgien s'était montré peu optimiste sur la suite de ta carrière, ce que disait ta maman. Ouais. Finalement, il t'a envoyé un message, tu as eu des nouvelles? Moi, non, je crois que ma mère a eu des nouvelles, mais c'est vrai que le chirurgien avait été un petit peu catégorique, on va dire. Pessimiste? Ouais, un petit peu pessimiste. En fait, je m'étais fait opérer, et le rendez-vous juste après l'opération, j'avais quoi, 15 ans, ouais. 14-15 ans. En fait, il m'a dit, j'ai jamais vu un coude si jeune dans cet état-là, donc pour toi, le haut niveau, c'est fini. Tu pourras jouer au ping-pong avec tes copains si ça te fait plaisir, mais l'entraînement, c'est fini. Du coup, j'avais beaucoup pleuré. C'est vrai à l'époque? Ouais. Et, parce que tu voulais faire ça? Ouais, j'avais déjà envie. En fait, j'avais juste envie de pouvoir jouer 2 fois par jour, de
en fait, de vivre de ma passion. Et vraiment, mon objectif, c'était de pouvoir être professionnel pour juste pouvoir faire du ping toute ma vie et profiter parce que j'aimais ça. Donc là, on dit que ton rêve, c'est pas possible, en gros. Et en gros, ouais, du coup, on me dit que c'est pas possible. Et après, j'ai été beaucoup aidé par mon médecin du sport de Montpellier, M. Sablerol, qui, on est allé le voir et qui a dit, bon, oui, ça va mal, on le sait tous, mais il y a quand même des solutions. Si on reprend tranquillement et que t'as pas mal, peut-être que ça peut passer. Et finalement, en faisant très attention, une rééducation très longue, ça a pris peut-être 6 mois, 1 an. Au début, je jouais 5 minutes par jour pendant une semaine, puis 10 minutes par jour, 15 minutes, etc. Donc petit à petit, en fait, c'est revenu. Et maintenant, même si j'ai pas un coude en parfait état, on le verra pas en podcast, mais je peux pas plier jusqu'au bout. Donc même si... Tu peux pas plier, c'est-à-dire ça bloque, quoi. Non, c'est vrai? Ouais. Là, Tu peux pas remonter plus haut que ça? Non, là, je suis bloqué. Ok. Et pareil, l'extension, mais ça se voit moins, il me manque 5 degrés. Mais ça me gêne pas pour jouer, donc je peux jouer. C'est un coup de bol, hein. Que tu puisses faire un sport qui soit pas bloqué avec ça, quoi. Ouais, c'est bien. Putain, et à quel moment... Il doit encore faire quand même pas mal attention. C'est aussi un truc quotidien pour lui, quand même. Ah ouais? Ouais, c'est ça, c'est toujours un petit peu d'y penser. Faut toujours faire attention. Quand je m'entraîne trop, ça tire un peu, donc il faut bien faire les massages, la récupération, mettre ce qu'il faut. Et... Tu peux pas te faire opérer pour faire couper un truc? En fait, je me suis déjà fait opérer et... Je sais parce que Fabio Quartararo nous a montré son bras. Je savais pas, c'est qu'en moto GP, ils se font couper un truc pour pouvoir être moins congestionné de l'avant-bras. Ah ouais. Voilà, et pour pouvoir mieux déplier le truc, j'ai appris ça, ils nous avaient montré, je savais pas du tout. Parce que sinon, en fait, t'es tout le temps comme ça et ton bras se tétanise. Et en fait, ils se font enlever quelque chose. Voilà, je savais pas du tout. Non, nous, on peut pas. Et puis, c'est pas forcément le but. Mais du coup, je m'étais déjà fait opérer du coude et du coup, là, maintenant, c'est bon. À quel moment tu te rends compte que ton frère est très bon aussi? Est-ce que tu t'en rappelles quand t'étais petit, t'as 3 ans d'écart? Est-ce qu'à un moment donné, tu dis, ouais, ok, il est très très fort? Je pense en tout cas, depuis que j'ai des souvenirs, en fait, il a toujours été très précoce et très fort. On le voit déjà sur les vidéos. Ça n'arrive jamais qu'un enfant de 4 ans joue ce niveau-là. Contre son daron. Donc, en fait, depuis tout petit, il est vraiment en avance. Et donc, moi, et on le savait tous, en fait, qu'il était très fort. Mais c'est vrai que dans toutes ces catégories jeunes, il a vraiment dominé. Mais là où je me suis dit, là, vraiment, il est exceptionnel, c'est... quand on commence à sortir sur le circuit senior, t'avais quoi quand t'as gagné Schwann? Il avait 15 ans et c'est sa première ou deuxième compétition chez les seniors à l'international et il atterrit sur un ancien numéro 3 mondial qui était un peu plus vieux, qui était 20-25 mondial, donc quand même très bien classé. Un mec très bon et une référence dans le ping et il le bat dès sa première sortie et là je me suis dit il est incroyable quoi. C'est vraiment fou et en fait c'est là où aussi moi de mon côté ça m'a motivé parce que je me suis dit si lui il est capable de le faire, je connais mon niveau quand on joue ensemble à l'entraînement et en fait je me suis dit c'est vraiment possible et c'est un peu lui qui a montré la voie là-dessus en gagnant ce match-là où vraiment moi là j'étais assez choqué quoi parce que personne s'y attendait pour le coup. Putain, ça veut dire quoi tu sais les classements mondiaux, on essaie de parler à tout le monde. Moi, je sais pas comment ça se passe. Comment on monte ou on baisse de classement? Qu'est-ce qui fait qu'on devient 5e, 20e? Alors, le classement, il est sur une année coulissante. Ça veut dire qu'on a un résultat, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais en février, j'ai fait un résultat. En 2023, je l'ai perdu en février 2024. Et toute l'année, donc faut toujours refaire des bons résultats, toujours réussir à très bien jouer. Et c'est un peu le même système qu'au tennis, s'il y en a qui connaissent. Donc il y a des compétitions quasiment chaque semaine. Donc tu peux baisser une fois par an. Mais pendant un an, tu sais que t'es 5e. Si t'as un gros résultat, pas 5e, parce que les autres peuvent faire des autres résultats. Il y a les 8 meilleures compétitions jouées qui comptent dans le classement. Et après, c'est à peu près ça. Ça, c'est pas sur un an figé, c'est vraiment... toutes les semaines, il y a les compétitions il y a un an qui s'enlèvent. Donc en fait, le classement, il n'arrête pas de bouger. Et ça reflète la valeur vraiment des 365 derniers jours. Là, demain, tout le monde est à 0 point, en fait. Parce que ça repart comme... Ça repart, ouais. Donc c'est tout le temps une pression constante. C'est un peu ça, ouais. C'est tout le temps... y a tout le temps des points à défendre, même si on n'aime pas ce mot, parce que c'est plus des points à aller chercher. Mais tu dois toujours défendre ton classement. Et ça sert à quoi en tant que sportif? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que c'est pour les sponsors d'être classé, d'être mieux mis en avant? Qu'est-ce que ça change? Je parle vraiment aux gens qui connaissent pas le sport comme moi, tu vois, c'est assez intéressant. Le plus gros intérêt du classement, c'est d'être bien positionné aussi pour les grandes compétitions.
là notamment les Jeux Olympiques. Moi, mon objectif c'était d'être dans les 4 premières têtes de série pour éviter les 2 premiers Chinois qui sont très très forts. Donc on a fait la course au point pour ça. Et après, forcément, il y a tout le côté un peu plus sponsor, financier, on va dire, où il y a beaucoup de différences aussi. Mais je pense dans une année, pour 90% des joueurs, c'est beaucoup pour se placer dans les meilleures compétitions. Est-ce que quand vous jouez ensemble, je sais plus où j'ai vu ça, je crois que Félix, t'as jamais battu Alexis? Ouais. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais vous faites des parties en public ou pas? Genre avec la famille, avec les potes? Après, à l'entraînement, j'ai déjà réussi quand même. Mais c'est en match officiel que il m'a toujours battu depuis qu'on est tout petit. Après, au début, il y avait 3 ans d'écart. Quand on est jeune, c'est quand même beaucoup. Mais là, ça fait 2 fois qu'on joue, j'ai un meilleur classement. Et les 2 fois, j'ai perdu. Donc j'espère que ça va changer quand même. T'es monté sur la table quand tu l'as battu? Ça, c'était au championnat de France. C'était la finale des championnats de France qui était organisée par notre club et particulièrement par notre sœur. Donc c'était un moment assez important dans notre saison. Et ouais, quand j'ai gagné, du coup, j'ai célébré comme ça et ça a fait un peu le buzz. Comment tu l'as pris? Et t'as dit c'est un malade, il prépare sa valse. C'était fun ce week-end. Ouais, c'est un fou, c'est vrai. Après, il vit le truc avec ses émotions et d'être champion de France, c'est forcément des émotions incroyables. Et on se l'est déjà dit entre nous que pendant une période, quand on joue, il y a aucun problème. Moi, s'il célèbre pas, je préfère un joueur en face de moi qui célèbre et qui est content vraiment de me battre, comme s'il y avait eu une vraie bagarre. Ouais, un vrai affrontement, que s'il vient me voir et qu'il dira dommage ça. Je trouve que ça, en tout cas, ça enlève du truc. C'est normal qu'il profite et si j'arrive à le battre un jour, je profiterai aussi de ce moment-là. Ah, c'est vrai, il n'y a plus de frères pendant 3 minutes. Ouais, mais après, il n'y a pas de problème. Pendant 10-15 minutes, moi, c'était un peu dur. Tu perds une finale des championnats de France, forcément. J'étais pas forcément bien, mais au bout d'une demi-heure, il n'y a pas de souci. On est reparti à vivre comme avant, avec le résultat qui s'est passé, quoi. Vous arrivez à être soudés? Ouais, je pense. Oui. Même si je l'aime pas trop, mais il faut quand même le montrer, pas semblant. Et vous avez une famille qui est soudée, qui vous suit du coup dans les déplacements, dans les tournois, etc. Vous avez les parents qui essaient de suivre? Non, à part sur certaines compétitions où c'est assez proche, mais nous on voyage beaucoup en Asie, donc souvent en fait on est tous les deux avec notre staff plutôt d'entraîneurs, donc que ce soit kiné, préparation mentale, préparation physique et coach. Après ils viennent pas tout le temps à 4, mais ça tourne un petit peu selon les besoins. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui fait notre force, c'est que vu qu'on est 2 et qu'on s'entend quand même bien, on arrive à quand même passer des bons moments et à pas se sentir trop seul au monde, à être tout seul en Chine. C'est quand même une force de pouvoir être 2, de pouvoir rigoler, parler un peu français, ça fait du bien. Ouais, bah oui. Sinon, t'es trop loin, puis t'as plus de repères. Je sais plus, je crois que c'était à l'époque DJ Snake qu'on avait reçu et qui nous avait dit... Finalement, même quand tu as la chance de vivre des trucs incroyables, mais quand tu voyages tout le temps, t'es tout seul à l'hôtel le soir, quoi. Et t'as beau être dans un bel hôtel, t'es tout seul sur une île avant de mixer, machin. Je me dis c'est pareil pour vous, quand vous êtes loin, c'est bien d'être ensemble aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Au maximum. C'est quand même des moments incroyables qu'on vit en tant que sportif, mais ce qui peut paraître fou, c'est qu'on est dans les plus beaux hôtels du pays, je pense, régulièrement, mais que des fois, tu te sens, t'es un peu loin de tout le monde. Avec le décalage horaire, tu parles pas forcément aux gens que t'aimes, donc ça peut être dur, alors qu'on a des conditions de vie quand on part en compétition incroyables, mais de le faire en fait chaque semaine en y allant au bout d'un moment, de temps en temps, même si en général c'est incroyable, hein, mais de temps en temps quand on enchaîne les compétitions, on a des fois envie de rentrer, alors que c'est pas du tout dû aux conditions de vie, quoi. Et vous faites quoi? Vous jouez? Qu'est-ce que vous faites à l'hôtel quand vous êtes loin et seul? Déjà, on n'a pas forcément énormément de temps quand on est en compétition, entre les préparations de matchs, les entraînements. Après, on aime bien tous les deux regarder un petit peu des séries ou des films dans notre coin, et de temps en temps, on se rejoint pour jouer un peu aux jeux vidéo ou regarder juste les autres matchs de ping. Donc voilà, on se rejoint dans une des chambres et on passe un peu la soirée ensemble. Vous jouez à quoi? On joue beaucoup à FIFA, un petit peu aux jeux de sport en général, NBA 2K, FIFA, et sinon, moi j'aime bien les jeux d'histoire, un peu, j'ai joué à Zelda là récemment, mais... Tout le monde joue à FIFA, c'est fou, n'importe quel sport, ça finit sur FIFA, c'est incroyable quand même. Ouais, c'est quand même le meilleur jeu, hein, à la fin. La référence. C'est vrai, c'est la référence de ouf, quoi. Tu sais, des sponsors, on en parlera tout à l'heure avec la Switch et tout, mais il existe des jeux de ping-pong vraiment réalistes, ou ça n'existe pas encore, hein? Il y a un jeu qui se développe en ce moment sur les casques de réalité virtuelle qui s'appelle Eleven, qui a quand même vraiment poussé le truc un peu plus loin que tous les jeux vidéo qu'il y a eu sur le ping pour l'instant.
mais on est quand même assez, en tout cas à mon avis, assez loin de la réalité et de ce qu'on ressent dans la raquette. C'est tellement dur, il y a tellement d'effets pour un jeu vidéo, je pense que c'est pas simple. Après, j'espère qu'il y en aura un qui va... C'est pas du simulateur, quoi. Ouais, Il y a une différence entre un jeu vidéo et un simulateur où c'est vraiment très réaliste. Mais tu vois, le bowling, par exemple, toute ma famille adore y jouer à Noël à chaque fois, mais la vérité, c'est que ça ressemble pas à un bowling. C'est pas un simulateur, c'est un jeu vidéo. Ouais, alors que dans les simulateurs de Formule 1, par exemple, ça se rapproche. Je sais pas s'ils s'entraînent vraiment là-dessus, mais j'ai vu des pilotes en faire vraiment, donc je pense que ça se rapproche vraiment, quoi. Je crois Pierre Gasly met parfois des vidéos aussi dans les simus et tout ça. Vous avez une grande sœur qui s'appelle Roxane, qui est atteinte de cardiopathie congénitale. C'est une malformation, en gros, cardiaque. Et du coup, vous êtes rentré dans une association, vous servez une association, vous faites quoi exactement ? On est parrain en fait de l'association Earth and Care. C'est une association qui a beaucoup aidé Rox et aussi ma mère qui était très impliquée dans cette association via Roxane. Et du coup, nous, ça nous tenait à cœur et on lui a fait cette surprise le jour de son anniversaire. Je sais plus quel âge il avait. Il y a un an ou il y a 2 ans. Il y a un an, un an ou 2, je sais plus. Et en fait, on lui a fait la surprise. On avait tout calé avec l'association et donc on lui a envoyé la photo avec l'officialisation qu'on était parrain de cette association. Donc ça lui a fait super plaisir parce que c'est quelque chose qui la tient à cœur parce que c'est une association qui l'a beaucoup soutenue quand ça allait pas et qui lui a permis de rencontrer plein de personnes un petit peu atteintes de cardiopathie congénitale, donc de pouvoir discuter avec des gens qui ont un petit peu les mêmes soucis qu'elle. Ça lui a fait du bien et nous, ça nous fait super plaisir. On est fiers de pouvoir aider cette association. Je mettrai le lien de l'asso en cliquable si vous voulez sous la vidéo. Qu'est-ce que c'est exactement pour comprendre ? C'est une malformation cardiaque qui fait quoi au quotidien ? C'est compliqué, mais en gros... Très simplement. En gros, elle peut pas faire de sport. Et après, sur les complications qu'il y a, il peut y en avoir plein. Et aussi, assez régulièrement, non, mais de temps en temps, ça lui arrive de faire des tachycardies. Donc son cœur part à, je sais pas... Combien 200, 220, 240 il accélère. Battements par minute. Il accélère très fort et pendant longtemps, donc ça la fatigue et c'est quelque chose qui doit être géré aux urgences à chaque fois parce que sinon ça peut être grave et donc elle s'est fait opérer 6 fois à cœur ouvert et du coup voilà, c'est quand même assez compliqué mais bon, elle le vit très bien, elle est contente de nous regarder faire du sport Elle était là ? Ouais, elle était là, elle était bénévole, ça l'a bien fatiguée, mais ouais, elle était là, elle était bénévole, donc ça nous faisait plaisir de la voir, elle se régalait à être bénévole au jeu, donc c'était cool. Elle a même fait les 3 coups. Ah, c'est vrai ? Ouais, elle a fait les 3 coups. Les 3 coups, c'est quelqu'un qui rentre, un sportif parfois, ou un bénévole, ou quelqu'un de la famille qui rentre et qui met 3 coups, un peu comme au théâtre ? Ouais, c'est ça. C'est un peu le truc des jeux. Et ça vous fait prendre du recul parfois sur, je sais pas, quand vous avez des moments un peu plus bas ou hauts, carrière de sportif, tu rentres un soir, t'as perdu, t'es un peu plus triste. Est-ce que ça vous a aidé aussi ? Ouais, comme je le disais tout à l'heure, des fois, quand on vient de perdre, on est à l'autre bout du monde, on est un peu tout seul. Ça peut être dur, mais quand on pense à ce qu'elle a vécu, elle, ça devient tout de suite plus facile et on reprend le sourire assez rapidement parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre, quoi. Et c'est vrai que de l'avoir se battre depuis tout petite, avoir le sourire tous les jours alors que elle peut pas prendre l'avion, que des très courtes distances, donc elle peut pas voyager comme nous. Quand on lui dit Singapour, par exemple, c'est magnifique, ou l'Afrique du Sud, c'est magnifique, elle pourra jamais y aller. Donc il y a plein de difficultés comme ça. Et c'est vrai qu'on relativise sur beaucoup de choses en la voyant. Ouais. Vous vous êtes entraîné pendant le confinement. J'ai vu ça, vous en parliez une fois. Comment ça s'est passé ? Vous avez vraiment progressé en 2020 en prenant la table chez vous. Vous pouvez raconter cette histoire ? Vous étiez déjà très fort en réalité. Ouais, on était déjà parmi les meilleurs de notre génération. Après, en fait, il y a eu l'annonce du confinement. On s'est dit, oula, ça peut être long avec. On savait pas du tout, on savait pas. Donc, on allait direct prendre une table à la salle de Montpellier et on l'a ramené à la maison. On a arrangé le garage et même la cave. Il s'est jamais rangé aussi vite. Ouais. En 2 jours, tout était rangé. Et après, on a pu s'entraîner. Après, comme c'est les conditions difficiles dans la cave, c'est très humide, on pouvait pas rester longtemps. On jouait 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, avec une grosse préparation physique, mais pendant que les autres, ils avaient pas tous la chance de jouer, donc ça nous a permis de continuer à avancer. Vous l'avez saigné quand même, la table. Ouais, on a quand même passé pas mal de temps, mais bon, c'était quand même un peu compliqué de jouer comme on joue d'habitude 6 heures, parce que sinon on tombait malade, quoi. Avec l'humidité. Ouais. Vous avez dit prépa physique, je voudrais qu'on parle de ça, c'est intéressant. Comment on se prépare physiquement pour le ping-pong ? C'est quoi ? C'est du cardio, c'est de la course, c'est de la musculation ? C'est assez complet parce que il y a besoin de
de qualité de vitesse et d'explosivité énormément. Donc c'est quand même basé surtout quand on s'approche des compétitions autour de ça. Mais après, il y a aussi besoin de cardio et un peu ce qu'on appelle le foncier, un peu être capable de pouvoir répéter les efforts parce que nous, c'est pas forcément en match où on en a tant besoin, mais pour pouvoir s'entraîner, en fait, on a des séances longues et intensives, il faut pouvoir les tenir si on veut pouvoir faire de la qualité 2 fois par jour. Donc c'est plus pour ça que ça va nous servir le cardio. Et puis après, il y a tout le côté gainage, musculation, prévention des blessures, qui est aussi important parce que on a besoin de jouer des coups dans des positions pas forcément faciles. Donc il faut pouvoir rester gainé, rester en équilibre et des choses comme ça, quoi. Un Florent Manodou qui est très musclé, qui est puissant, qui est grand et tout ça, est-ce que ça aide au ping-pong? Pas du tout. Non, Pas du tout. Ça dessert, je pense, même avec son gabarit. Tu crois? Ouais, Ah oui. parce que il est il faut très être- musclé d'en haut et moins en bas en général, les nageurs. Et c'est plutôt l'inverse. les progistes, c'est plutôt, faut être très solide des jambes et en haut, garder de la fluidité, etc. Et plus tu prends de muscles, plus c'est dur d'avoir beaucoup de fluidité. En fait, vous avez autant de force que quelqu'un qui va être très musclé d'en haut sur une balle, par exemple. Il va pas taper plus fort. Il tapera pas plus fort que nous. Après, c'est pas- Ouais, je pense pas que c'est la force, en fait. La balle, elle est légère. Elle fait quoi je Plus sais grave, pas je sais combien pas, elle fait de mais- grammes, mais en tout cas, Mais c'est très léger, du coup, c'est plus la vitesse qu'on va pouvoir générer que vraiment la force. Donc, il y a plus besoin de relâchement que de muscle, quoi, je trouve. Souvent, quand on a des duos, on demande qui est le plus. On essaye de comprendre un peu, tu vois, qui est le plus bosseur des deux. C'est Alexis ou Félix, en vrai? Ou c'est tous les deux, hein? c'est différent. On a un style différent. Moi, je dirais Félix en termes de quantité de travail qu'il est capable de faire. Ouais, mais d'un autre côté, lui, quand il a été blessé, il s'est pas arrêté, il a fait du physique tous les jours. Il a eu, parce que moi, j'ai eu la chance que ça soit assez linéaire, on va dire, ma progression, alors qu'Alexis a dû bosser dans des moments plus difficiles. Donc, c'est différent. Mais je pense que, moi, je suis capable de répéter énormément la même chose, ce qui est plus dur pour Alexis. Il a besoin de C'est plus ça. varier les exercices. Qui est le plus à l'aise pour parler devant une caméra? Bah, De maintenant, force, mais des notes. ouais, maintenant on a pris un petit peu l'habitude, on en rigole, ouais, comme il a dit des fois à la fin des interviews, on se met des notes, on dit ah là t'as pas été dingue. C'est vrai Ah là j'ai été monstrueux. Sur les JT, c'est pas très stressant? L'ambiance est stressante, mais finalement une fois qu'on y est, ça va et puis en fait c'est assez facile, il suffit de rester naturel et on parle quand même de choses qu'on connaît, donc je trouve que c'est pas. Il y a des interviews que vous avez ratées, sans dire laquelle, on s'en fout, mais vous vous êtes dit putain là t'as été nul, t'aurais dû répondre ça. Ou j'étais stressé, j'ai oublié de dire ça. Je me souviens d'une avant le départ, je crois, des championnats du monde, où il m'avait dit 3 sur 10. Là. T'as été nul. Qui est le plus à l'aise avec les filles, en général? Bah, t'as une copine quand même. Ou je sais pas. Ouais, peut-être moi je suis plus âgé, mais. Qui est le plus radin avec son frère? Ouais, faut savoir que pendant 1 an, il a pris tous mes prize money parce que j'avais pas de compte. Donc, C'est vrai. C'est vrai? il me disait, ouais, je te paye un resto, je te paye un truc, mais ça a jamais. En fait, il avait pas. Ça marchait pas parce qu'il avait pas encore ouvert de compte avec son âge. Ah oui, il a parce que commencé ça à allait tellement sortir. vite qu'en fait. Il a commencé à sortir, à gagner des sous en compète. C'était prize money qui gagnait. Et du coup, comme il avait pas de compte, fallait donner un compte à la WTC quand ils faisaient compète. Du coup, on s'est dit bon, on donne le mien. Du coup, là, c'était parfait. Un jour, il va disparaître. et c'est quoi les prize money? C'est-à-dire que c'est pour comprendre comment ça fonctionne par rapport aux autres sports, c'est quand tu gagnes une compétition, en gros, tu gagnes de l'argent comme une compétition, un concours de poker? C'est ça, en fait, il y a des prix qui sont mis, qui sont publics à chaque fois sur les compétitions. Par exemple, le premier tour, ça va être, je sais pas, 500 €. Deuxième tour, 700. Troisième tour, plus. Et selon le niveau des compétitions, ça peut varier. Le vainqueur d'un grand chelem, ça va être 100 000 sur les grands chelems. Là, Et, par exemple, et après, il y a des plus petites compètes où ça va être 1 000 €, quoi, le vainqueur. Parce qu'il y a plein de sports, on ne savait pas, mais en parlant avec des sportifs, pour pas citer les sportifs, tout ça, mais à la perche, par exemple, il y en a très peu qui vivent du sport, on ne se rend pas compte, mais c'est très dur de vivre, etc. Est-ce qu'on peut arriver à vivre du ping-pong? Ouais, on peut vivre du ping-pong. Il y a quand même, je pense, filles, garçons compris, une 50aine de joueurs en France qui vivent du ping-pong. Et dans le monde, en fait, nous, c'est beaucoup les clubs qui font vivre les joueurs, avec le championnat qui se passe en France et dans tous les pays du monde. Donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui vivent du ping, mais qui ne sortent pas sur le circuit international. Mais je sais pas, top 150 mondial, il y a que des professionnels, je pense. Oui, il y a quand même Ouais. des gens qui vivent. Non, c'est important, c'est même Non, pour ça, ceux on a qui ont envie plutôt d'en faire et tout. Plutôt de la chance sur ça quand même, grâce au système avec les clubs. En fait, il y a les joueurs du top niveau mondial qui
qui peuvent se permettre de vivre sans les clubs, mais en fait, c'est les clubs qui font vivre vraiment de nombreux joueurs. Et nous, même la deuxième division en France, elle est professionnelle, donc il y a quand même pas mal de joueurs Après, des sponsors aussi, des trucs qui peuvent t'aider à... C'est ça, mais ça va plus être pour les 50 meilleurs du monde, quoi. Ah oui, il y en a vraiment très peu. On va revenir juste, qui est donc, le moins timide? Peut-être c'est dur, hein. C'est dur. Ouais, peut-être c'est chaud, un peu moi, je dirais. Ouais. Ça dépend, ça dépend sur quoi. Ouais, je dirais moi. Abord, plutôt toi, un peu moins timide, je pense. Ouais, sur les premiers abords un peu. Qui a le meilleur mental? C'est Félix ou Alexis? Est-ce qu'il y en a un qui... Ça, c'est un grand débat. C'est un sujet. Nous, on a du mal à parler de mental, en fait, à dissocier le mental des autres choses, parce que pour nous, c'est très lié à tout ce qui est technique et tout ce qui est physique, en fait. Pour nous, c'est vraiment trop lié, donc ça fait vraiment partie du niveau. Après, là, forcément, après les jeux, je veux dire que c'est Félix. Il a remonté 17 sur Arimoto, il a fait un match de fou, la place 3-4. Donc forcément, il a un mental de fou. Mais je pense que c'est très lié, en fait, à la confiance qu'il a en sa technique, au fait que dans les moments durs, il sait qu'il peut se raccrocher, je sais pas, à son service, à son revers, qu'il sait que ça, il se réveille le matin, il s'échauffe pas, ça va aller, il va le réussir. Et du coup, il a plus de choses peut-être sur lesquelles se raccrocher que moi, sur les moments comme ça où on a l'impression de plus savoir quoi faire, quoi. Qui a le plus de mal à gérer les succès? Est-ce qu'il y en a eu un qui a eu du mal à gérer un peu la médiatisation, tout ça? Je pense moi, plutôt, un peu plus. Au niveau des médias, plus Félix, je pense. Au début, je faisais pas la gueule, mais en fait, c'est sûr que en fait, j'ai envie de m'entraîner parce que je suis dans la philosophie où là, en ce moment, les autres, ils s'entraînent, quoi. Donc, oui, tu dis, c'est du temps que je perds. Un petit peu, en tout cas au début, de moins en moins, parce que j'ai vu que l'année dernière, on en a fait, et ça, j'ai fait une super année quand même. Après, il faut faire attention, il faut quand même trouver beaucoup de temps d'entraînement, c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'au tout départ, les premières journées, j'avais du mal à accepter de ne pas pouvoir m'entraîner comme je le voulais, quoi. Qui est le plus accro aux réseaux sociaux? S'il y en a un des deux qui est plus sur les réseaux? On n'est pas vraiment accro. On n'est pas accro, je dirais peut-être. Moi, je suis pas mal sur Twitter, j'aime bien lire un petit peu ce qu'il y a. Toi, je sais pas trop. Pas trop. Ouais, moi, je suis pas trop réseau en général. Peut-être un petit peu plus moi, mais pas énorme. Qui tient le mieux l'alcool? C'est qu'on pose à tout le monde, mais... Plus d'expérience. Ouais. J'ai plus d'expérience, il peut commencer qu'aujourd'hui, officiellement. Officiellement. C'est vrai que t'as 18 ans aujourd'hui, c'est fou, quelle journée, bon anniversaire encore. Qui dépense le plus, pour la blague? Qui dépense le plus dans des conneries? Moi, peut-être, je sais pas. Après, toi, t'as plus de dépenses. Moi, je dépense plus, parce que du coup, j'ai mon appart, j'ai des trucs comme ça. Mais toi, t'es parti de chez les parents? Ouais. Toi, t'y es encore? Ouais. Du coup, qui dépense plus, je dirais moi, par la force des choses. Mais après, dans des conneries, je pense qu'on est un petit peu à égalité. On achète un peu les mêmes choses, les mêmes jeux, les mêmes. C'est plus sur les anniversaires ou quoi, où on aime bien faire des cadeaux un peu bizarres, des trucs rigolos, des trucs comme ça. C'est quoi un cadeau bizarre que tu l'as déjà fait? Moi, j'ai le souvenir j'avais acheté une paire de lunettes à ma sœur qui aime bien lire, mais c'était un truc avec deux verres qui était ridicule. Et en fait, c'est sur la boîte, c'était écrit que ça permettait de lire en étant allongé. En fait, moi, juste l'image de la fille avec les lunettes m'avait fait rire. Et du coup, j'avais offert ça à ma sœur et je lui avais dit, t'es obligé de le porter toute la journée, quoi. Donc, c'était... Est-ce que tu l'as déjà fait un cadeau aujourd'hui ou tu vas lui donner ce soir? Parce qu'il a vraiment 18 ans aujourd'hui le tournage Félix. L'histoire du cadeau. Non, je suis dégoûté parce qu'en fait, il avait pas de rasoir et il a toujours un poil ici là qui pousse. Ça commence à pousser un petit peu. Il aimait pas le raser et on en avait rigolé pendant les jeux parce qu'il avait dit je le rase la veille et je le rase plus jusqu'à la fin de la compète. Donc à la fin, il avait son poil et on en rigolait. Du coup, je lui avais acheté un rasoir. Sauf que ma mère lui avait acheté en même temps et comme il est parti à Montpellier, il a fêté à Montpellier avant, donc il a déjà eu son cadeau, donc maintenant je dois réfléchir. Ah merde, t'as pas de cadeau pour ce soir. Vous allez faire quoi ce soir? Tu sais un peu ce que vous allez faire pour tes 18 ans? On va manger au resto et boire un coup avec ma mère et Alexis et notre préparateur physique qui est là. On l'a déjà bien fêté à Montpellier parce qu'on savait qu'on partait à Paris là, donc ça va, j'ai eu ma dose de fête. Ah, c'est vrai, oui, t'as déjà goûté à l'alcool quoi finalement. Un petit peu. Tu parlais de, je sais plus lequel de vous deux parlait de préparateur, pas que physique, mais aussi pour le mental. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il te dit? C'est quoi? C'est comme un psy qui t'accompagne? Alors nous, c'est plutôt, on l'appelle un accompagnateur. C'est pas que dans le ping, c'est aussi dans la vie en général. Parce que comme il l'a dit Alexis, notre philosophie un petit peu sur le mental. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pareil pour nous deux, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment lié
la technique, liée à notre niveau de jeu, à comment, à ce moment-là, je vais avoir confiance en mon jeu, etc. Donc, je trouve que aujourd'hui, le mental est énormément mis en avant, mais ça reste que quelqu'un qui s'entraîne forcément en technique toute la journée, en tout cas à mon avis, sera meilleur que quelqu'un qui fait que du mental dans la journée. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc j'essaye en tout cas de partir dans cette philosophie-là. Après, on a quelqu'un qui nous accompagne surtout pour tout ce qui est discussion aussi avec les gens, réussir à... Parce qu'on a notre team aussi autour de nous. C'est avec notre coach, notamment nous trois, on va dire qu'on a une team qui nous permet d'avancer. Et c'est des discussions après au quotidien pour que tout se passe bien, quoi. Votre coach, c'était celui quand vous étiez petit, qui est après parti, c'est ça, ouvrir un bar en Roumanie, qui est revenu après? Ouais, en fait, moi, c'était mon tout premier coach quand j'avais 3 ans. C'est lui qui m'a mis la raquette dans la main. Et du coup, il a été coach à Montpellier, donc il a aussi suivi Félix, mais un peu moins longtemps, peut-être 3 ans avec toi, et moi 6-7 ans, jusqu'à mes 10 ans à peu près. Et après, il est parti faire d'autres trucs. Il a ouvert un bar en Roumanie, puis il a été entraîneur. Rien à voir. Ouais, rien à voir. Et puis après, ça lui a manqué. Il est revenu à Metz entraîner un pôle. Et donc, on était toujours en lien, en fait, parce que nous, on allait souvent en stage à Metz. Et même pendant que lui n'était plus sur Montpellier, il y avait aussi notre préparateur physique d'aujourd'hui, Jérémy Sureau, qui est aussi coach et qui, lui, pour le coup, il était vraiment avec nous du début jusqu'à maintenant. Et du coup, depuis 3 ans, en fait, Nat, notre coach, on lui a proposé de revenir travailler avec nous et l'idée lui plaisait, donc on est parti là-dessus et ça fait 3 ans que ça se passe plutôt bien. Il devait être hyper heureux, non, Gio? Ouais, il était content, je pense. Ouais, c'est une aventure qu'on vit tous ensemble, donc forcément, je pense qu'il était très heureux, et nous aussi, de partager ça avec lui. On sait que c'est beaucoup d'investissement pour lui aussi. Il part avec nous sur toutes les compétitions, 250 à 300 jours dans l'année. Il a une femme aussi donc c'est pas si facile, même si c'est notre kiné aussi, donc elle vient de temps en temps, mais donc forcément je pense que c'était j'aime pas dire aboutissement parce qu'on a envie d'aller en chercher encore plus grand, mais c'était quand même un aboutissement sur le moment, quoi. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est une vraie question que Florent Manodou me disait justement, quand après tu l'es, d'un coup tu rentres chez toi, tu dis ma vie elle est pareille en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de plus après? C'est quoi la prochaine étape? Déjà juste se faire plaisir. En plus, déjà, nous, c'est médaille de bronze. Donc, on a encore des défaites et il faut aller chercher les quelques joueurs devant nous. Vraiment, au début, quand on a repris, même dès les vacances, moi, j'avais envie de jouer, j'avais envie de me faire plaisir. Et après, c'est continuer à progresser, continuer à aller chercher les limites de notre sport et d'essayer d'aller battre ces Chinois qui sont pas énormément battus depuis longtemps. Ils sont très forts, ouais. Les médailles de bronze, c'est quoi? C'est un morceau du fer de la Tour Eiffel au centre aussi? Ouais, c'est ça. Sur toutes les médailles, c'est la même chose. Je peux. C'est impressionnant. Vous les avez mises où chez vous? Après, tu les mets où? Elles ont beaucoup bougé, celles-là. Là, pour l'instant, elles voyagent encore un peu. Elle se fatigue. On doit passer un petit peu, faire le tour de nos sponsors et tout ça avec les médailles. Donc après, on va essayer de leur trouver une belle place. Ils sont vraiment stylés pour le coup, les médailles. Ouais, vraiment belles. Ouais, vraiment, ils ont assuré avec le morceau de fer de la Tour Eiffel au milieu. C'est une bonne idée. C'est une super bonne idée. Les dessins derrière sont vraiment bien. On a parlé hors antenne, si vous voulez bien me réexpliquer à l'antenne, parce que je trouvais ça assez fou. J'aurais demandé tout à l'heure, en fait, pour tout vous dire, quand on joue avec un copain qui sait faire des lifts, qui sait vraiment mettre un effet dans la balle, c'est vraiment hyper dur de rattraper la balle et part à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu joues avec un mec qui est meilleur que toi et qui sait un peu mettre des effets? Pour le lift, en fait, c'est assez facile parce que la balle, quand elle va toucher la raquette, elle va monter vers le haut. Donc, il suffit de fermer la raquette pour que la balle aille tout droit. Mais tu perds 1 point sur 10 à la fin. Ouais, c'est ça. Il y a 9 là. 9, t'es gentil avec toi. Mais du coup, en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, ça s'explique pas. Il y a trop d'effets possibles. Et puis, chaque effet va avoir une réponse un petit peu différente. Un effet très coupé, un effet un tout petit peu coupé, un effet coupé un petit peu sur le côté, un petit peu de l'autre côté. Ça va être toujours une position, une inclinaison de raquette différente. Et en plus de ça, on va rajouter les feintes. Donc, on va pas toujours être sûr de quel effet il y a. Puis, on peut juste mettre la raquette en opposition pour que la balle reparte droit. Mais on peut aussi rajouter un autre effet pour que ça fasse quelque chose de plus difficile. Donc, un effet sur l'effet? C'est ça. En fait, c'est impossible d'expliquer avec des mots. Et c'est quelque chose c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'heures de jeu. Parce qu'il y a... En fait, ce qui est bien avec le ping, et c'est aussi pour ça que moi ça me plaît, c'est que la balle elle est ronde, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut, on peut la toucher au-dessus, de partout, et ça fait qu'il y a 1 milliard de coups possibles, quoi.
Et vous regardez les autres, les adversaires et tout, comment ils jouent, un peu comme les boxeurs. Tu sais, les boxeurs, ils regardent un peu les coups. Vous regardez comment ils jouent, vos adversaires? Ouais, bah déjà en compétition, on les voit chaque semaine, donc forcément on les regarde. Après, il y a des fois on les regarde vraiment pour analyser. C'est plus souvent avant nos matchs ou avec notre coach ou avec aussi notre analyste vidéo qu'on travaille ensemble, etc. Non, mais c'est aussi beaucoup juste par passion parce que j'ai envie de voir les meilleurs matchs avec les meilleurs joueurs du monde. C'est quoi des analyses vidéo? C'est beaucoup de... D'abord, lui, il travaille de son côté pour trouver des datas, rechercher les matchs. Par exemple, nous, le ping, pendant l'échange, ça va tellement vite que de temps en temps, c'est pas simple de savoir. On essaye de gérer où on joue, mais de temps en temps, on essaie juste de la mettre aussi. Mais les 3 premiers coups, le service, remise et le premier démarrage, on appelle ça première balle, c'est là où on peut vraiment diriger un peu l'échange comme on le veut. Donc, c'est énormément là-dessus. Voir, par exemple... Quand Cher court côté coup droit, combien de points il a gagné? Où est-ce qu'il a remis à ce moment-là? Par exemple, s'il a remis 50% court, 50% long revers, ou 80% court. Ouais, tu vois quand il va jouer. Ça permet d'anticiper un petit peu et de gagner un petit temps, mais ce petit temps, comme le ping, ça va très vite, c'est très important. Vous allez en camping en vacances ou pas? Ou au Club Med, des trucs comme ça? Des clubs? Avant, on y allait avec un ami avec qui J'étais champion de France Benjamin et minime, mais depuis un moment, on n'y est pas allé. Vous jouez jamais finalement à la table de ping-pong quand vous partez en camping avec des gens? Non, pas trop. En fait, pour moi, c'est vraiment différent le ping en extérieur et le ping en club. Et c'est pas que j'aime pas le ping en extérieur, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer avec les effets, avec tout ça, en fait, on découvre une nouvelle facette du sport qui est, à mon avis, encore mieux. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile de revenir jouer en extérieur et de vraiment se régaler. Donc à part avec des potes pour faire une tournante et rigoler parce que on lève la balle, on élimine. La tournante, c'est la base, tu mets la raquette après. À part des trucs comme ça, sinon c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me fait plus plaisir que ça, quoi. Faites gaffe à ce que vous mangez ou pas, comme tous les sportifs de haut niveau, ou au ping on s'en fiche un peu? Un petit peu. On n'a pas de régime vraiment très strict. On n'a pas de kilos à perdre. Après, si on en prend trop, par contre... il faut faire attention quand même parce qu'on a tous un poids de forme où on peut aller à la vitesse qu'on veut. Et du coup, on fait surtout attention sur des moments précis de préparation. Là, par exemple, pour les Jeux Olympiques, on fait attention 2 mois avant, on commence à faire attention. Après, c'est faire attention, c'est pas non plus se priver de tout, hein, mais du coup, c'est plus comme ça. Et après, par exemple, juste après les Jeux, on faisait moins attention. Si je dois parler à tous ceux qui ont des tables de ping-pong ou qui ont envie de jouer chez eux et qui vous voient, et leurs enfants, ou si vous êtes vous commencez, quel est l'exercice facile pour apprendre, même tout seul, pour s'entraîner et commencer un peu à progresser? Vous faites des entraînements de fou, mais... Pour progresser, le plus simple, c'est le service. Le service, c'est le plus important, c'est le coup qu'on maîtrise. Il n'y a pas le problème de l'adversaire, donc on peut travailler des effets avec le service. Après, c'est pas le plus fun. C'est ça, c'est pas le plus sympa à faire, mais si le but c'est juste de gagner un match assez rapidement, quand on a un niveau assez faible, en fait, en apprenant un service avec de l'effet, et en plus ça peut se travailler tout seul, ça permet de marquer quasiment à chaque fois les points sur son service, donc ça aide un peu. Après, c'est ce qu'on avait fait avec notre sœur qui passait le bac. Pour qu'elle soit travée une pour son bac et qu'elle ait une bonne note, on lui avait donné une raquette qui accrochait un petit peu, on lui avait appris un service et elle a réussi à se débrouiller. Et comment tu fais? Tu la liftes à chaque fois et tu recommences? C'est ça en fait. Je peux donner un exemple, un service assez simple. Ça va être par exemple le service marteau qu'on apprend aux petits. C'est juste on lance la balle et on touche la balle sur le côté droit. Et en fait, au début, on va taper, donc on va avoir du mal à l'accrocher, ça va partir du mauvais côté. Puis petit à petit, on va la toucher de plus en plus fine, réussir à l'accrocher et lui donner beaucoup d'effets latéraux. Et ça, c'est pas facile à renvoyer, quoi. Comment ça s'est passé, la notoriété? C'est arrivé vraiment très rapidement pendant les JO. C'est quelque chose qui a été dur pour vous de l'accepter? Ça a été agréable? Ça a été bizarre? Vous l'avez vécu comment, vous, en vrai? Parce que chacun le vit vraiment très différemment. Vous, les sportifs, c'est plutôt sympathique. Vous n'êtes pas des hommes politiques. Il y a des gens qui t'aiment pas. Vous, c'est plutôt, vous avez une super cote, etc. Mais est-ce que c'est oppressant ou vous y êtes habitué assez vite? Ouais, c'est ça. Nous, on a la chance que à chaque fois qu'on croise quelqu'un, c'est pour du positif, c'est des bravos, c'est génial ce que vous faites, donc ça fait toujours plaisir. Après, on sentait pendant les Jeux que ça avait déjà pris un petit peu. Il y avait tous les policiers qui nous arrêtaient. Ah, c'est vrai? Ouais, c'était assez marrant. Il y en avait beaucoup en plus. Il y avait beaucoup heureusement d'ailleurs de sécu dans Paris pendant les JO. Ça, on a pris... et du coup, directement, forcément après les Jeux, ça a explosé. Il y a
beaucoup de côtés super cool quand on croise des personnes que nous on regarde et qui nous reconnaissent aussi. Donc on peut passer des moments avec eux, rigoler, etc. C'est souvent des moments assez surprenants. Et d'un autre côté, forcément, quand on est à table ou quoi, j'ai le souvenir, on est allé manger à la boulangerie juste tous les deux avec notre coach. On parlait vraiment pour la saison à venir, etc. Et on s'était fait arrêter entre 8 et 10 fois en un repas. Et c'est vrai que même si on dit aux gens après le repas si possible, parce qu'on parle d'un sujet important, si vous voulez attendre, on le fera juste après. C'est quand même un peu dérangeant dans la discussion. Donc ça peut être un peu dérangeant, mais en général, il y a quand même tellement de choses positives avec ça. On joue dans des salles pleines, il y a une ambiance de feu à chaque fois, donc on peut pas se plaindre. Et il y a des gens que vous suiviez, qui vous ont félicité sur les réseaux, qui vous ont envoyé des messages, vous avez reçu des messages sur Instagram, vous étiez surpris de voir une petite pastille bleue avec quelqu'un que vous aimiez bien? Ouais, déjà il y a Zidane qui allait voir le match de Félix, donc c'était vraiment cool. Et puis après il est passé aussi voir le bâtiment France et du coup on a pu prendre une photo avec lui. Enfin Félix il se préparait pour son match, mais moi j'ai pu prendre une photo avec lui. Ouais, sinon moi j'avais reçu un message de Squeezie aussi qui m'avait fait plaisir et on avait reçu pas mal de messages de sportifs aussi. Et puis même maintenant, c'est vrai que ça nous arrive de croiser des sportifs. On s'était retrouvés en vacances avec Léon Marchand au même endroit. Du coup, on s'était croisés, on avait un peu discuté, donc c'était cool. Vous ne connaissiez pas avant, non? Pas personnellement, non. Non, c'est ça, vous étiez jamais vraiment on s'était jamais vus, on s'était à peine croisés au village, mais on avait tous pas mal de trucs à faire, donc on n'avait pas pris le temps d'échanger. Du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des côtés assez cool, quoi. Au village, vous avez eu des gens que vous trouviez incroyables à l'époque, que vous avez pu croiser dans la vraie vie, même ne serait-ce que les voir, quoi, tu vois? Ouais, moi qui suis quand même un peu fan de tennis, j'ai vu Nadal était au village, il y avait Alcaraz aussi, il y avait un moment avec Alcaraz, Nadal et Murray, je crois, qui discutaient ensemble. On était tous les deux avec Jules et Simon et on passe et on se dit putain c'est fou là, c'est le multiverse. mais non, c'est vrai que c'était vachement sympa de pouvoir croiser des personnes comme ça. À l'INSEP, on avait croisé Wembanyama aussi sur sa trottinette. C'est incroyable. Ça nous a fait rire parce qu'en fait il est beaucoup trop grand pour la trottinette. Comme ça. On l'avait vu avec les bras très loin. Il est vraiment très grand. Ouais, et en fait c'est vrai que nous on l'avait jamais croisé, donc ça nous a fait plaisir de le voir comme ça là, au bout de l'INSEP. Vous avez des techniques pour pas qu'on vous reconnaisse? Si jamais à un moment donné vous voulez... On enlève les lunettes. C'est vrai? Ouais. On se sépare et on enlève les lunettes. Et là, c'est bon, plus personne. Ah ouais, c'est quand vous êtes vraiment à deux qu'on vous reconnaît? À deux, vraiment beaucoup. Tout seul, un petit peu. Et si on enlève les lunettes, quasi plus. Ah, c'est incroyable. Okay. Ça, c'est cool. Je crois que c'est comme Maître Gims, finalement. C'était comme Gims ou Snake. Quand ils avaient les lunettes, on les reconnaît plus. Parce qu'on est tellement habitué à les voir avec des lunettes. Alors eux, c'est les lunettes, on voit même pas les yeux, donc c'est encore plus dur, quoi. Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Une petite surprise qui arrive dans 2 minutes. Je crois qu'on peut la préparer à l'extérieur. On vous a pas dit du tout? Non, pas du tout. Non. T'inquiète, c'est un truc rigolo. Félix a eu un regard un peu apeuré. Non, il n'y a pas de... T'inquiète pas. Mon anniversaire, pas. C'est le physique de ce matin. C'est quoi? Non, parce qu'il a eu une petite surprise le matin, là. C'était un physique pas très cool. Donc. Jérémy, notre prépa, il nous avait dit pas de physique, c'est ta pause ce matin. Fin de séance, je me dis tiens, 20 minutes. C'est vrai. On fait cardio. Je t'ai explosé à la fin. Est-ce que vous faites attention à votre image maintenant? Est-ce que on vous dit tiens, il y a des sponsors, là, on avait vu une pub pour la Switch que vous avez fait pendant les JO. Est-ce que vous faites attention à ce que vous dites, à comment vous vous habillez? Est-ce qu'on vous a donné des conseils en image ou au contraire vous êtes nature? On essaye de rester naturel. C'est quand même ce qu'on a fait depuis le début et je pense que c'est aussi ça qui plaît, le fait qu'on soit naturel et qu'on se prenne pas trop la tête. Après forcément, avec un peu la notoriété, il faut faire attention. On essaye de faire un petit peu gaffe à ce qu'on dit, de pas dire trop de bêtises parce que le moindre truc ça peut tourner assez vite et même pendant les jeux quand je pense à Félix, quand il a dit je me suis fait démonter, ça a fait toutes les unes. Au final, c'était marrant, donc ça va. Et puis, il y a eu l'histoire de quand il a dit je me suis fait ha et que tout le monde a cru qu'il allait dire je me suis fait hagar. Et en fait, c'était pas du tout ça. Et du coup, nous, ça nous faisait rire. Mais il y a plein de petits trucs comme ça où en fait, avec juste une petite phrase, c'est repris, les gens s'imaginent des choses. Donc, il faut toujours faire un petit peu attention, mais on essaie quand même de rester naturel, quoi. Et là, Switch, par exemple, Nintendo, ils vous contactent pendant les JO, ça se fait d'un coup? Non, c'était avant les JO. C'était avant les JO. Ils nous ont contactés, pas nous directement. C'est notre mère et notre coach qui gèrent ça avec d'autres personnes aussi qui gèrent nos sponsors. Et puis après, nous, Nintendo, ça nous a direct chauffé parce que
on joue à la Switch et c'est un univers qu'on aime bien. Donc C'est logique, quoi. on était partants, ça allait bien avec nous deux et notre image aussi. Et donc on s'est dit allez, let's go, on y va. Et c'est aussi une expérience de faire. Une pub, c'est drôle de se voir à la télé, c'est marrant. Tu te dis pas 8 heures de tournage pour 30 secondes, c'est beaucoup de travail, tu vois ce que c'est, quoi, de filmer quelque chose, et tu te dis, pour un vrai film, ça doit être long. Ouais. Vous avez été contacté par des marques, sans les citer, on s'en fout, c'est pas le jeu, mais juste un peu étonnantes. Vous vous êtes dit, ouais, j'aurais pas pensé recevoir ça, tu vois, dans le bon comme dans le mauvais d'ailleurs. Moi, j'ai le souvenir, je crois, d'une marque d'alcool, mais j'avais pas l'âge. Il y a une marque d'alcool qui avait contacté Félix particulièrement, et du coup, on s'était dit, c'est quand même bizarre, parce qu'il avait 17 piges. Il avait 17 ans, quoi, ou même 16 ans, je crois. Donc. Ouais, c'était il y a un petit moment, mais... Pour faire quoi? Pour faire une pub? C'est ça, ouais. Ouais, je ne peux pas la boire, mais elle est très bonne. On n'est pas allé beaucoup plus loin, du coup, j'ai pas trop d'infos, mais... C'est marrant. Et vous faites comment pour les études, du coup? Vous continuez les études en parallèle? Comment ça se passe pour tous les deux? Moi, j'avais le bac normalement à passer cette année. J'étais en terminale, mais c'était injouable avec les jeux en juin. Et je me suis dit, bon, je vais le passer en septembre. Et en fait, il y a une autre compète pendant le bac de rattrapage en septembre. Donc, je vais pas pouvoir le passer cette année. Du coup, tu l'as pas là, ouais. Du coup, je vais partir sur l'option... si j'en ai besoin à un moment, je le passerai en candidat libre. Et ça, ça veut dire qu'il ne passera jamais. Ouais, c'est vraiment... c'est pour mes parents, faut pas non plus. Et non, j'ai envie d'être aussi entraîneur plus tard, rester dans le milieu du ping. Donc, je vais passer le diplôme d'entraîneur de ping. Oui, finalement, tu dis le bac, si tu pars dans ce truc-là, tu vas juste te reperdre un an, en gros, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien en vrai l'avoir, c'est toujours quand même cool. Enfin, surtout pas l'avoir, c'est pas cool. Plutôt que de l'avoir, c'est cool. En fait, c'est rassurant de se dire, tiens, j'ai le bac. Ouais, même si en vrai, je crois qu'il y en a aucun de mon équipe qui m'a dit, tiens, j'ai le bac. En vrai. Oui. Non, on montre jamais son bac. Tu peux dire que en fait, tu peux mytho. Ah, mais quand tu l'as pas, c'est un peu moyen. Mais moi, je le sais. Moi, lui, il va le dire, il va pas hésiter. Tu l'as, toi? Ouais. Moi, je l'ai eu, mais j'ai eu pendant le Covid, donc j'ai même pas passé les épreuves. Ah bon? Ouais. En fait, il y a eu le Covid en mars, et du coup, on n'a pas pu, donc ils nous ont tous donné, quoi, ceux-là avec la moyenne. T'as eu un bac quoi? Bac S, avec mention bien. Ah, ils t'ont même mis une mention alors que tu l'as pas passé? Ah ouais, moi j'ai tout bien eu. J'ai tout bien eu. Du coup, je vais bien le charrier quand même. T'étais bon à l'école quand même? Ouais, ça allait, j'étais pas mauvais, mais je partais beaucoup en compète, donc sur la fin du bac, ça aurait été compliqué, parce que c'est l'année où j'ai commencé à partir. Donc en fait, tant que j'allais en cours, j'étais bon, et quand j'ai commencé à partir, c'est compliqué. C'est pour ça que pour lui, c'était quand même plus dur, parce que cette année, il est allé un jour en cours, donc c'était pas facile. Et moi, du coup, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur déjà. Donc. Et toi, t'as une copine aujourd'hui? Ouais. Elle est pongiste, elle est dans le ping-pong, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle est pongiste, mais niveau amateur, elle joue en national, en filles, et en niveau régional chez les gars. Et du coup, elle travaille dans la communication un peu. Elle est quand même dans le monde du ping. Mais après. Tu l'as rencontrée lors d'un match de ping-pong? C'est intéressant ça. Ouais, pendant un tournoi, en fait, on s'est vu la première fois. Et du coup, on s'est rencontrés pendant. C'est les gros tournois, en fait, le week-end où il y a plein de gens. En fait, il y a plusieurs tableaux, donc il y a de tous les niveaux. Ouais, tu rencontres plein de gens. Et du coup, voilà. Et puis, du coup, maintenant, on se voit pas énormément parce que je suis beaucoup en compète, mais du coup, c'est à moitié à distance, moitié on se voit. Et puis, vous avez la même passion aussi. Ouais, c'est ça. Alors, tout à l'heure, on le disait, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Félix, t'as 18 ans. Et on voulait te faire un petit cadeau. On aime bien faire des cadeaux dans les émissions, etc. Et surtout, quand c'est l'anniversaire, on essaie de pas laisser les invités repartir les mains vides. On a contacté un artiste, vraiment sur Internet, qu'on connaissait de potes, en gros. Et ça fait 48 heures qu'il bosse sur un cadeau pour toi. On va le faire rentrer, je te dis pas ce que c'est. Et il croit que c'est une blague, Alexis. Non, je me demande. Il y a un vrai cadeau. Je vais vous le présenter quand il sera assis à côté de nous. En tout cas, il s'appelle Bérim. C'est parti. Bonjour Bérim. Bonjour Bérim. Tiens, assis-toi à côté de nous. Ok. Et bienvenue. Bonjour. On a un peu improvisé un setup à 4. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Bérim, ton compte TikTok, et sur Insta, on peut te retrouver. Je mettrai tous les réseaux si vous voulez suivre Bérim. C'est Black Dessinator Custom. Ça, exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie avant de montrer ce que t'as préparé? Il a vraiment bossé comme un fou. Ça fait 48 heures, il n'a pas dormi, il a enchaîné pour de vrai. Hein. C'est pas faux. Il s'est vraiment donné de ouf pour faire un beau cadeau. C'est nul, c'est horrible. En tout cas, il n'y aura pas. Bon, j'espère que ça va. Toute l'équipe a été choquée, je vous le dis. Vous allez voir, quand vous allez... voir. Il va ouvrir sa boîte avec son cadeau. Toute l'équipe a été vraiment choquée par ce que tu as fait. Et t'es En vraiment tout cas, monstrueux, t'es très fort. Déjà, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Juste pour expliquer un peu ce que je fais, je fais du custom.
Voilà, ça consiste à personnaliser tout ce qui va être sneakers, vêtements, consoles de jeux, etc. Et je le fais en mode auto-entrepreneur, quoi. Voilà, je me débrouille tout seul pour faire mes créations et voilà, je fais des créations pour des personnes partout à travers le monde. Qui te contactent sur les réseaux? Exactement, qui me contactent essentiellement sur les réseaux. Sneakers, Ouais. c'est des chaussures, donc tu peux venir avec ta paire, tu l'envoies et... Exactement. En fait, le concept, il est très simple. Tu m'envoies ta paire, je la personnalise. Et d'abord, avant de la personnaliser, on voit ensemble le concept que tu veux. Et une fois que c'est réalisé, tu payes, bien sûr. Voilà. Et je te l'envoie chez toi et sans problème. Voilà. Alors, avant de montrer ce que tu as fait, Oui. est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va voir? Ce qu'on va voir. T'as une idée ou pas déjà? Non, c'est compliqué, franchement, mais c'est pas simple. C'est un rasoir, le rasoir. Ça aurait été très marrant, tu parlais de rasoir tout à l'heure. Ouais. Non, t'as Une pas raquette d'idée là? Une raquette, je sais pas, c'est compliqué. C'est pas loin. Fou bien. Ouais, c'est très simple, hein. Mais effectivement, raquette, c'est ça. Ouais, voilà. Ça chauffe un petit peu. On t'a appelé il y a Et, 48 heures. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. 48 heures, j'ai eu un petit peu chaud parce que je te cache pas parce que on m'a dit oui, c'est pour l'émission, déjà que je suis l'émission. Merci beaucoup. Et déjà pression. Première pression, voilà, juste l'émission et deuxième pression, les frères Lebrun. Les frères Lebrun. Mon père quand je lui ai dit papa, je vais faire quelque chose et tout ça, pour qui? Pour une grande chaîne de YouTube, il a dit oh d'accord. Pour les frères Lebrun, il a dit ah quoi? Il a dit vas-y mon fils, c'est bon, ne dors pas. Et là t'as enchaîné parce que, pour tout vous dire, il est même arrivé en retard tout à l'heure, t'avais peur. Ah parce oui, que oui. t'as enchaîné pendant 48 heures jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Non, franchement, c'est choquant, ta mère a été choquée. C'est trop cool. J'espère que ça va te plaire. Je pense qu'on va arrêter le suspense. Vas-y, tu peux lui donner la boîte et il ouvre alors du coup. Voilà. Merci. C'est pour toi. Ça s'ouvre normalement. Oh, Stylé. Waouh. Waouh. Magnifique. Ah merci beaucoup. Ah ouais, c'est beau. Merci. Médaille. Avec la médaille, avec bien sûr le jour du sacre. Hein. Voilà, que je pense que... La médaille, elle est folle. Vraiment, t'as vu, tellement elle est belle, la brillante au médaille, milieu. c'est vrai. Hein. Puis c'est Tu un mets peu à en côté. 3D un peu, non? Enfin, je sais pas comment le dire, mais la médaille, elle ressort. Ouais, j'ai essayé justement de la faire ressortir un petit peu pour donner un petit peu de relief et utiliser des peintures un peu spécialisées pour donner un effet un peu métallisé et C'est magnifique. histoire de Ouais, bravo. Le blanc, franchement. rouge. Là, avec les couleurs et tout, franchement, c'est magnifique. Merci, félicitations à toi parce que Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, c'est ça me touche vraiment. C'est que ça fait 48 heures non-stop Ouais, ça pour fait trop arriver. plaisir. Elle est vraiment jolie, non? Ouais, elle est ouais, vraiment dingue. belle. Franchement, c'est incroyable. Parce que je te disais, les couleurs, etc., j'adore. Franchement, j'adore. C'est un super souvenir que tu peux Ouais, Je vais garder. le mettre à la maison, à l'entrée de la maison. Là, ça me touche. Merci beaucoup, merci. Merci. Et merci à vous deux pour toutes les émotions Merci. que vous avez procurées pendant ces jeux. C'était Je le super. montre un peu la caméra ou pas, parce que je suis pas sûr de la Ah ouais, bien tiens, vue. vas-y, regarde, on va la filmer. D'ailleurs, je vais rappeler, hein, voilà, je mets les réseaux, si vous voulez suivre Bérim, donc c'est black-dessinateur-custom avec un K sur TikTok, mais je vous mets les liens en cliquable. T'as une émission aussi sur la Freebox, une émission télé, qui Exactement. s'appelle Custom Zer, c'est ça? C'est ça. C'est une émission que j'anime en fait tous les mercredis à 22h sur la chaîne Vibes TV. Et c'est essentiellement sur la Free, mais aussi disponible sur Molotov. Et sur la Free, ça va être le canal 298. Je vais rappeler tout ça en bas, Ouais. voilà, si vous voulez le suivre. Et je mets des photos, là, on va prendre sur tes réseaux. Là, ça s'affiche à l'écran là, de tout ce que tu fais. Tu fais plein de custom et c'est très impressionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir Je te invité. serre la main quand même, parce que vraiment, merci. t'as bossé comme un fou. Merci de m'avoir fait Et t'as confiance. assuré pour lui et pour eux, donc c'est adorable. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci. Merci Merci à d'avoir vous. bossé 48 heures comme Ah ça. pour vous, je le fais. C'est trop sympa, c'est trop sympa. Merci mille fois. Voilà, merci encore à Bérim de nous avoir peint cette raquette et voilà, merci beaucoup à lui. Ça t'a fait plaisir? Ah ouais, de ouf, c'est super sympa. Puis, franchement, elle est magnifique et de savoir qu'il a bossé 48 heures, qu'il était content aussi de nous l'offrir, de venir ici, ça fait trop plaisir, franchement. C'est un peu aussi la récompense de toutes les heures d'entraînement, que tu vas donner tous les jours, de toute la labeur qu'il y a dans vos métiers en fait, de sportifs de haut niveau. C'est aussi le genre de cadeaux qui font plaisir, quoi. Bah ouais, carrément, c'est le genre de cadeaux qui font super plaisir et comme il disait avec son père, de voir qu'on a réussi à transmettre de l'émotion aux gens, forcément, nous
on fait du sport aussi pour ça, pour vivre des émotions et pour en transmettre, donc ça fait trop plaisir. Ouais, tu te rends compte de l'impact que ça a, quoi. Bon, pour terminer, comme c'est ton anniversaire, on a demandé à un artiste de faire un beau gâteau. Quelle surprise. En fait, c'est pas ce soir que tu vas fêter ton anniversaire, c'est maintenant. Et qui a dessiné, en fait, tout simplement ton visage sur un gâteau de manière très artistique. Pareil, aussi bien que Bérim, hein, tu vas voir. Il s'est efforcé, il a essayé de faire, pareil, une espèce de continuité, de la lumière avec des ombres, etc. C'est des heures de dessin sur de la pâte d'amande. On essaye de mettre un peu en avant tous ceux qui voudraient passer à l'image. D'ailleurs, si vous avez des talents et que vous voulez passer chez nous, voilà, contact@lesgendsdegroupe.fr, vous nous envoyez des mails et vous êtes tous les bienvenus. On essaye de partager aussi, alors non pas, en plus des émotions, essayer de partager l'image avec vous. On va juste, si tu veux bien, enlever tout ça, les médailles, tout, histoire de mettre... voilà, le gâteau qui va rentrer, histoire de fêter ton anniversaire. Tu vas voir, c'est de l'orfèvrerie de gâteau. Pareil, je crois qu'il a bossé plus d'une semaine dessus sur ce gâteau-là pour toi. Donc voilà, on peut faire rentrer le gâteau si vous voulez, les amis. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Félix, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Bon, le talent un peu moins. Le talent. Bah, ça dessine quand même mieux que moi. C'est Sébastien, voilà, c'est l'artiste. Il s'est amusé. On s'est... Ah bah c'est gentil quand même. On va bien le manger. Le dessin est un peu fané, mais enfin, franchement, c'est un talent. On cherchait à faire rigoler. C'est dit tiens, pour rigoler pour la fin de l'émission, à faire un dessin, tu sais, un peu gênant, en te faisant croire que c'est un artiste. On voulait même le faire passer pour l'artiste qui vient sur le plateau. Ah bah merci. Ça aurait été horrible comme si ça... Ah ouais, merci. Ouais. Et en fait, on a répété ce matin pour te vous dire, on s'est dit que c'était trop gênant. Ça carré. L'artiste était obligé de faire semblant. Non, mais c'était juste plus pour la blague. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer, les gars, pour la suite à tous les deux, Alexis et Félix? Des bons championnats d'Europe là qui arrivent dans un mois, donc on va bien se préparer. On espère aller chercher le titre. On va jouer ensemble en double normalement, donc que ce soit en simple ou en double, il y a des belles choses à faire, je pense. Ouais, puis continuer à progresser tout simplement, à essayer de faire monter notre niveau et d'essayer de concurrencer les meilleurs joueurs du monde pendant encore très longtemps. On vous le souhaite, merci encore pour tout. Et juste, vous disiez que vous mettiez des notes avant, après les émissions en général, après les interviews. Combien est-ce que tu mettrais à Félix, Alexis? Moi, je trouve qu'il a été bon là, je mettrais un petit 9 sur 10. Ah, c'est vrai, pas mal. C'est une belle note. Et tu mettrais combien, Alexis, Félix? Allez, je suis gentil, 1,5. Non, 7, 8, il a été bon quand même. Allez, merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Et voilà, c'était un kiff de vous recevoir. J'espère que ça vous a plu. Chez vous, on vous met 3 interviews par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Je voulais juste vous dire, exceptionnellement, dans cette émission, dans le bureau, avant de tourner, ils nous ont dédicacé plusieurs raquettes de ping-pong. Donc je sais qu'il y en a plein qui sont fans de Félix et d'Alexis Lebrun. Si jamais ça vous chauffe, on va vous en envoyer. On va vous faire des cadeaux de raquettes qu'on a nous-mêmes achetées et dédicacées par les 2 frères. Voilà, ils en ont fait plusieurs. Si jamais ça vous dit, vous marquez en commentaire juste le mot raquette. On va prendre quelqu'un au hasard en tirage au sort. On va en prendre plusieurs d'entre vous. On vous contactera pour vous demander votre adresse email et pour vous envoyer ça chez vous. Donc voilà, si ça vous chauffe, vous envoyez tout simplement raquette en commentaire. J'ai l'impression de faire une émission en public, il y a tellement de gens. Si tu veux... si tu veux montrer, Baptiste, avec la caméra mobile aussi, tout le monde qui est sur le plateau, limite tu peux venir derrière, c'est pas grave, hein, mais mets-toi à l'image si tu veux, comme ça on voit, tu peux montrer un peu tout le monde et voilà, l'envers du décor, c'était pour qu'on puisse souhaiter joyeux anniversaire à plusieurs et que ça fasse pas pitié à 2 à l'image. Grosse bise à tous, merci d'avoir suivi l'émission, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Légende. Ah merde, attends. On a les fesses de Baptiste en dernière image. Ciao tout le monde.